La suite de notre voyage en Creuse nous conduit aux alentours de Boussac, au nord du département. C'est un territoire plein de mystères qui ne pouvait que séduire la romancière George Sand. Pour en approcher les trésors, nous allons dénicher notre ambassadeur chez lui, à Maisonnisse. Alain Frétet a bâti une cabane perchée dans un vieil arbre. C'est son refuge. C'est là qu'il peut dessiner, rêver et imaginer de futurs aménagements, car Alain est un architecte paysagiste reconnu bien au-delà de son territoire. La Creuse, c'est d'abord un pays des ancêtres, donc un pays des racines. Puis c'est un pays où vraiment on peut se poser, il y a des coins, des recoins, des lieux où on peut vraiment arriver à se retrouver soi-même finalement. Se retrouver, c'est souvent se replonger dans son enfance. Et dans celle d'Alain, il y a le château de Boussac. Ce château, qui a été le siège d'une baronnie, est une merveille du Moyen-Âge. Il a pourtant subi bien des vicissitudes entre la guerre de 100 ans et la Révolution. Le château a été sauvé de la ruine en 1965 et Bernadette Blondeau, l'actuelle propriétaire, déploie des trésors de goût et d'énergie pour le restaurer et l'entretenir. Quel plaisir de revenir ici. J'avais 5 ans quand j'ai découvert ce château. Et vous vous souvenez très précisément? Ben oui, parce que mes arrière-grands-parents avaient une maison à Boussac et c'était vraiment une visite que l'on faisait très régulièrement. Oui. Et on me racontait toujours qu'il y avait la dame à la licorne. Et pour moi, il y avait vraiment une dame et une licorne à l'intérieur des pièces du château et je la cherchais de partout. Ben, il y avait en effet, mais en tapisserie. Et en tapisserie, c'est ça. Il y avait des dames à la licorne, heureusement sauvées par notre écrivain George Sand. George Sand, qui habitait le château. Ah, elle adorait Boussac, voilà. Elle est venue pendant une 40aine d'années. Et elle faisait des descriptions admirables. Et quoi comme description, par exemple? Elle disait ce grand brigand du Moyen-Âge, perché sur les hauteurs et qui domine la petite Creuse. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir un personnage, quoi, un brigand perché comme ça. Il est comme une figure de proue, quoi, qui s'avance. Il est aride et coquet, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours elle, dans sa simplicité. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit cette façade, elle est à la fois très monolithique et très simple, et à la fois d'une diversité, toutes ces petites sculptures, ces fenêtres, ces portes, on dirait une vraie tapisserie de pierre. Mais vous êtes un passionné de Boussac. Devant un édifice pareil, on ne peut être que passionné. Les personnes qui aiment Boussac ont toute mon attention, je vais vous montrer un peu plus à l'intérieur. Ah bah volontiers, oui. Nul ne peut deviner derrière cette sobre façade le nombre d'œuvres et d'objets qui attendent le visiteur. Ah oui, je me souvenais pas que c'était si grand. Là, on est en plein Moyen-Âge. Tout à fait. Et donc c'était la salle des gardes. Tout à fait. La pièce est restée 15e dans son intégralité. Les gardes étaient là en temps de guerre, bien sûr. Et puis après, pour entretenir les feux dans oui, parce qu'il devait y avoir quand même une certaine fraîcheur. Il n'y avait pas de meubles, c'est très austère comme pièce. Cette énorme cheminée qui devait la chauffer. La cheminée est remarquable, aux armes des Brosses et de Bretagne. Et là, vous avez mis du bois comme si on pouvait elle est utilisée. Quand il y a une manifestation, la cheminée est ouverte. C'est ça qui est incroyable. C'est que on n'a plus de garde pour l'entretenir. C'est voilà, un sacré travail. Bien sûr, oui. Puis il y a ce dallage magnifique là qui date du Moyen-Âge. Tout à fait. Il est du 15e siècle, il n'a pas bougé. Comme la grandeur de la pièce, qui fait 200 mètres carrés, les bancs de pierre dans les fenêtres, les plafonds, tout est dans son intégralité. Et la seule chose finalement qui orne, c'est ces magnifiques tapisseries. Oui, on a décoré quand même avec des tapisseries d'Aubusson. Et là, on a, à l'intérieur de cette cheminée... on a une reproduction, bien sûr, d'une des 6 scènes de la Dame à la licorne. Elle a donc été découverte grâce à George Sand, émerveillée par ces fragments de tapisserie, parce qu'elles étaient abîmées dans le bas. Elles servaient de couverture pour les chevaux. Elle a vite appelé Mérimée, qui a fait les transactions, et la ville de Boussac les a vendues 22 500 francs or pour repaver son champ de foire. Voilà. Alors, grâce à George Sand, elles sont au musée de Cluny à Paris. Et là, on voit cette dame en dessous sa tente, là, à mon seul désir, entourée par le lion et la licorne. Et puis des tas de petits animaux fantastiques. Et ces fleurs extraordinaires là, qui sont sur ce fond rouge, qui on reconnaît le hou, le chêne. C'est toute la série des 1000 fleurs. Magnifique. Alain n'est pas au bout de ses surprises.
Quand on traverse les différentes pièces du château, on est étonné par le raffinement de la décoration et de l'ameublement. Dans la cuisine, on trouve aussi bien une écrémeuse, une batterie de casseroles en cuivre qu'un pressoir à sel ancestral. Les statues religieuses veillent sur chaque pièce. Ici, tout se côtoie dans un désordre étudié et tout fait collection. On y trouve pêle-mêle des vitrines de faïence, des pigeons en céramique de fêtage, mais aussi des boîtes à épingles en soierie. Voilà qui aurait eu de quoi ravir et fasciner celle qui a été autrefois l'hôte de ces lieux. Voilà la chambre de George Sand. Voilà où elle dormait. Ah, oui, oui. Qu'on a reconstituée comme elle aurait Très aimé. Bien. D'accord, donc c'est là qu'elle passait ses séjours et qu'elle avait sa propre chambre? Tout à fait. Elle est venue entre 1840 et 1870, invitée par les sous-préfets de l'époque. Très bien. Et elle a écrit dans cette chambre son premier roman champêtre qui s'appelle Jeanne. D'accord, Jeanne a été écrit ici. Oui. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les lieux de l'inspiration de ce roman. Les personnages habitaient ici, et qu'elle a décrit, et elle a décrit cette vue admirable du balcon. D'accord, et on peut aller sur le balcon? Tout à fait. Ah oui. Ah oui, alors là, c'est extraordinaire. On domine absolument tout le paysage. Oui, 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 ça n'a pratiquement pas changé. Oui. La petite Creuse qui coule et qui se jette à Fresline. Et puis surtout là-haut, par temps dégagé, ces dolmens, les pierres jaumâtres, je pense que vous aurez envie de retourner les voir. Toujours avec autant de plaisir. Face au château de Boussac, se dresse le mont Barlot, qui de loin ressemble à beaucoup de paysages creusois. Et pourtant, en se rapprochant, on découvre d'étonnants blocs granitiques en équilibre précaire. On dirait des cailloux gigantesques posés par la main d'un géant. Ces pierres jaumâtres ont longtemps intrigué les gens de la région, jusqu'à ce qu'on comprenne que ces amas rocheux sont simplement le fruit de l'érosion. Sous l'action des pluies, du gel et du vent, ces chaos granitiques ont été progressivement déblayés, sculptés. Le temps géologique est un artiste qui façonne son œuvre sur des centaines de milliers d'années. Pour accéder à ce site insolite, Alain emprunte un petit chemin boisé en compagnie d'Anthony Perrault, photographe et auteur d'un livre sur les pierres jaumâtres. Donc là, le chemin est très large, là, puis il est cadré par 2 murets de pierre. Oui, parce que jusque dans les années 40-50, les bergères emmenaient leurs troupeaux de moutons paître au sommet des pierres jaumâtres. Donc on avait une lande avec les pierres posées dessus. Oui, le paysage a beaucoup changé. C'était un paysage beaucoup plus minéral. Ce que George Sand a pu décrire. Dans ses romans, dans le roman Jeanne, par exemple, elle décrit ce paysage très minéral. Ah ça y est, elles apparaissent. Ça me fait toujours aussi plaisir de les voir comme ça apparaître depuis le sous-bois. Alors celle-là, elle s'appelle comment? J'ai oublié. Celle-ci, elle s'appelle Tarane. Elle a plusieurs noms. On peut l'appeler la boule de feu, la boule de beurre. Mais Tarane, c'est le nom d'un dieu celte, gaulois, qui est le dieu du tonnerre. Des noms celtes leur ont été donnés, car on pensait que ces pierres avaient été sculptées par des druides pour y célébrer des cultes mystérieux. C'est vraiment de ce côté-là qu'on sent la boule de feu, là. Voilà, vu d'ici, on comprend pourquoi on l'a appelée boule de feu, boule de beurre. C'est ça. Elle surgit vraiment de ce chaos de petits blocs. Et elle a une surface plane. Oui, c'est parce qu'en fait, cette pierre était en équilibre à une époque et elle a fini par basculer. C'est pour ça qu'il y a ce côté plat. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, ça fait très longtemps, peut-être même avant que l'homme soit dans la région. Donc c'était horizontal comme ça et d'un seul coup... Voilà, un jour, elle a basculé sur l'arrière. Heureusement qu'il nous en reste une qui s'appelle la bascule. Hein. Voilà, il en reste une qu'on va aller voir, qui est encore en équilibre. D'accord. Le lieu a inspiré bien d'autres légendes. On raconte que le roi Arthur est venu se reposer sur ces pierres, ou même que des géants et des fées ont habité le site. Et voilà la bascule. La bascule, ouais. Qu'on appelle aussi Toutathès. C'est le Toutatis d'Astérix, en fait. Hein. Eh ben oui. C'est le dieu des arts. Alors, on lui a donné ce nom parce qu'il y a un côté aérien, assez léger de cette pierre. Ça évoque un peu la légèreté. Enfin, légèreté, après, oui, il y a quelques centaines de tonnes juste au-dessus de la tête. Quoi. Donc, voilà, mais léger dans le sens où il y a des points d'appui très étroits. Qui sont assez étroits, là. Elle tient sur pas grand-chose, finalement. On peut voir ici, alors il y a 2 points d'appui et une légère fente ici. On voit la lumière du jour passer. Une légende raconte que l'emplacement du trésor sera dévoilé à celui qui entend souffler le vent d'Armorique à travers cette pierre. Oui, le fameux trésor.
Quand on ne comprend pas un endroit, on imagine toujours qu'il cache quelque chose d'encore plus mystérieux. Les fées du Mont Barlow protégeaient, dit-on, un trésor, ou même des eaux d'une grande pureté. On raconte également que le magot d'un village voisin y était surveillé par un veau d'or féroce. Ces pierres ont fait couler beaucoup d'encre. Bon, je vais faire un petit dessin. Vas-y, installe-toi. La vue est belle d'ici. Ah oui, là, c'est magnifique. Ça, c'est une photo que tu as déjà prise? Oui, il y a quelques années, mais la vue était un petit peu différente. Il y avait beaucoup plus d'arbres. Et oui, depuis, on a ouvert, effectivement, on a coupé quelques arbres là, pour vraiment dégager et retrouver une vue qui existait sans doute du temps de George Sand. C'est la vue qu'elle a connue. Elle pouvait voir les pierres jaumâtres depuis le château de Boussac. Et en particulier cette pierre qu'on appelle du coup la Boussakine, parce qu'elle était visible depuis la ville. Et une pierre dont on sent bien qu'à un moment, elle a dû être vraiment posée en équilibre comme la bascule, également à l'horizontale. Également, un jour, elle a été en équilibre. Juste ici, on voit le léger plat sur lequel elle était en appui. Et elle a basculé. Et alors cette fois-ci, il y a une légende qui dit que les gens du pays sont venus pour la renverser parce qu'ils pensaient que le trésor des pierres jaumâtres se trouvait sous cette pierre. D'accord. Mais c'est vrai que là, le trésor est partout sur ces pierres jaumâtres. Il n'y a pas besoin de le chercher, il est dans le paysage. Ainsi s'achève notre périple dans cette région méconnue du cœur de la France. N'hésitez pas et venez vous aussi découvrir les trésors qu'elle dévoile peu à peu. Mais pour cela, il faut prendre la peine d'explorer la Creuse en profondeur.